Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que surtout vous allez bien suivre attentivement cette vidéo. Je vous rappelle que je suis Sofiane Colli, fondateur, CEO du cabinet Deria Avocat, expert en droit du travail et en droit de la paye. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un sujet qui est particulièrement récurrent et qui est essentiel pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'employeurs finalement, parce qu'il n'y a pas que des entreprises qui sont employeurs, il y a aussi des associations, à savoir le sujet de la délégation de pouvoir. Malheureusement, c'est un sujet qui est mal maîtrisé et qui est mal encadré et pourtant, eh bien finalement, la jurisprudence est assez claire sur ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Je rappelle, ce que c'est quand même la délégation de pouvoir. Pourquoi c'est un sujet, si important finalement pour les employeurs? Parce que concrètement, on a besoin de savoir comment ça fonctionne et pourquoi c'est important. La délégation de pouvoir, c'est une notion que la jurisprudence, c'est-à-dire la Cour de cassation, a développée pour aider, finalement les entreprises à organiser et à répartir leurs responsabilités pénales. Cela permet au supérieur hiérarchique, un dirigeant, un manager, de transférer une partie de ses pouvoirs à un salarié en particulier qu'on va appeler le délégataire. Avec ce transfert, le délégataire prend en charge la responsabilité de ses missions, par exemple en matière de sécurité, de conformité finalement la paye ou de l'embauche des salariés, par exemple sur le travail dissimulé, pour justement prendre en charge finalement ces sujets et garantir finalement l'employeur, personne morale et personne physique, qu'il n'y a pas d'irrégularité pénale sur les sujets qu'on a délégués. La délégation de pouvoir visait à l'origine surtout des questions de santé et de sécurité au travail, mais aujourd'hui on l'applique dans bien d'autres domaines pour gérer les risques spécifiques au sein des entreprises parce ils peuvent être multiples et ne pas concerner uniquement l'hygiène et la sécurité. Par exemple, pour un directeur administratif et financier ou une directrice administrative et financier, le sujet peut être finalement le respect des normes comptables et le fait qu'il n'y a pas de fraude comptable finalement qui engagerait la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Donc finalement, si on comprend bien le sujet, c'est un moyen pour le dirigeant d'alléger finalement sa responsabilité en répartissant finalement sa responsabilité pénale avec son codir, hein, c'est-à-dire les membres essentiels de l'entreprise, les grands dirigeants de l'entreprise. Donc effectivement, l'objectif, c'est de responsabiliser les membres de l'entreprise au plus proche des centres de décision, ce qui permet finalement de gérer les risques de manière beaucoup plus efficace. Bah oui, quand l'entreprise atteint une certaine taille, il est difficile de superviser toutes les questions de sécurité ou que sais-je, finalement, qui se poseraient. Avec une délégation de pouvoir bien structurée, le dirigeant va s'assurer que chaque niveau hiérarchique va disposer finalement de la possibilité d'agir et d'éviter l'engagement de la responsabilité pénale, à savoir la sienne. Ça permet aussi quand même de renforcer la prévention parce que finalement, la personne, le délégataire qui va recevoir la délégation de pouvoir va certainement être plus sérieux dans l'application des normes. Bon, très bien, mais en termes de responsabilité, vous allez me dire, mais comment ça fonctionne? En fait, c'est là que ça devient encore plus crucial pour l'entreprise. La délégation de pouvoir, elle permet d'être exonéré d'une partie de sa responsabilité pénale à condition que la délégation soit bien faite. Pour que ce transfert de responsabilité soit valable, il faut que le délégataire soit compétent, qu'il ait une réelle autorité et qu'il dispose des moyens nécessaires pour réaliser sa mission. Si une infraction est commise sur son domaine de compétence, ce sera le délégataire qui sera responsable et non pas le dirigeant. La délégation est insuffisante, on le verra, il peut rester responsable dans certaines situations, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que a priori, si la délégation est bien faite, qu'il y a un bon contrôle, et on verra ça par la suite, eh bien, il y a transfert de la responsabilité pénale. Alors, vous me direz, mais déjà, à qui peut-on déléguer? Est-ce qu'on peut déléguer à n'importe qui? Alors déjà, est-ce qu'on peut déléguer à n'importe qui au sein de l'entreprise? Ah, ça, c'est une excellente question. La délégation de pouvoir, elle doit être strictement encadrée pour être valide. Elle ne peut pas être faite à n'importe qui, à un salarié qui finalement n'aurait pas la compétence. Il faut qu'il soit déjà sous l'autorité directe, dans un lien de subordination juridique avec l'employeur. Ça veut dire qu'effectivement, l'employeur doit pouvoir superviser, contrôler les actions de manière
hiérarchique, ce qui signifie qu'effectivement, vous l'avez compris et vous me voyez venir, on ne peut pas déléguer à une personne externe. Ça n'arrive jamais, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas déléguer sa responsabilité pénale à un prestataire. C'est inapproprié et ça ne fonctionnera pas. Il faut un lien de subordination juridique et la Cour de cassation a déjà tranché ce sujet à de nombreuses reprises et notamment dans un arrêt de 1998 où elle a refusé de reconnaître la validité d'une délégation faite à un expert comptable externe pour des obligations fiscales. Donc on est bien sur quelqu'un de l'entreprise. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que le délégataire soit un salarié qui soit capable d'assumer les responsabilités de manière autonome. Ça, c'est important. Effectivement, il faut que le délégataire, finalement, dispose de la compétence, des moyens nécessaires pour exercer la délégation efficacement. Il doit avoir une autorité suffisante, donc il doit avoir un pouvoir réel dans son domaine d'action. Donc si on est sur la délégation, par exemple, d'une délégation de pouvoir sur l'hygiène et la sécurité, le délégataire doit pouvoir prendre des décisions dans ce domaine et avoir l'expérience requise pour assumer cette charge. Sinon, la délégation de pouvoir ne fonctionne pas. Donc effectivement, on ne peut pas déléguer à n'importe qui et n'importe comment. Donc si l'on résume, quelles sont justement les conditions de validité de la délégation de pouvoir? C'est ça finalement la question essentielle. Et je l'ai dit à plusieurs reprises et je vais le redire parce que c'est important. Un, il faut que le délégataire dispose de la compétence. La compétence, c'est important, c'est le premier point. Deux, il faut qu'il ait l'autorité. Et troisièmement, il faut qu'il ait les moyens nécessaires pour exécuter les missions qui lui sont confiées. Alors, on va reprendre ces 3 points. Compétence, premier point, le délégateur doit avoir une connaissance suffisante et une expérience dans le domaine concerné par la délégation. Cela signifie qu'il doit être capable de prendre des décisions éclairées et de gérer les risques de manière autonome. Deuxièmement, c'est le deuxième point, il faut que la personne à qui on délègue dispose d'une véritable de l'autorité, d'un véritable pouvoir de décision dans le domaine délégué. C'est ça quand on parle d'autorité. Si la délégation concerne la sécurité, il doit pouvoir dire aux salariés, là je vous demande de respecter, et il doit pouvoir prendre des mesures disciplinaires le cas échéant si effectivement son autorité n'est pas respectée. Et il faut qu'il ait les moyens. Ben oui, l'employeur doit fournir au délégataire, les ressources, un budget, une équipe pour accomplir efficacement sa mission. Sans moyens adéquats, la délégation n'a aucune valeur juridique. Donc effectivement, il faut des moyens, il faut une autorité, il faut une compétence, et sans cela, eh bien finalement, ça ne fonctionne pas. Très bien, on a compris les conditions de validité. Mais, question supplémentaire, est-ce qu'il est nécessaire de formaliser cette délégation? Peut-on simplement s'en tenir à un accord oral entre le délégant et le délégataire? Le délégant, c'est celui qui délègue. Pour que la délégation soit bien encadrée et juridiquement solide, il est indispensable en réalité de formaliser le tout par écrit. Pourquoi? Parce qu'en cas de contestation, il va falloir prouver. Prouver sans écrit, c'est toujours compliqué. Donc on va faire un document écrit qui va préciser les pouvoirs confiés, les moyens mis à disposition, la durée de la délégation si elle est temporaire. Cet écrit servira de preuve en cas de contentieux pour éviter justement qu'on ne remette en cause la délégation de pouvoir. Tout ça est fondamental et ça permet de structurer juridiquement la délégation de pouvoir. Bien. Est-ce que, et ça, finalement, c'est une question qui va pouvoir un peu nous permettre de clore la discussion. On a vu comment est-ce qu'on mettait en place cette délégation. On a vu les conditions pour qu'une délégation de pouvoir soit valable. Mais est-ce que finalement l'employeur est parfaitement protégé? Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, c'est important que l'employeur, finalement, il a une obligation générale de contrôler son entreprise, l'employeur. Donc, même s'il y a une délégation de pouvoir, ça ne le décharge pas complètement. Il faut surveiller que le délégataire accomplit bien sa mission, même si c'est un cadre autonome, et respecter finalement ses obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh bien, il faut faire preuve de vigilance, de suivi régulier. Un manque de suivi pourrait entraîner finalement la responsabilité de l'employeur s'il y a un incident qui survient. Et donc, on va effectivement surveiller et contrôler l'activité du salarié. C'est normal, c'est la base de ce que doit faire un employeur, c'est ce qui est prévu dans le Code du travail de toute manière, d'une manière générale. Mais effectivement,
on va regarder et on va s'assurer, par exemple, en faisant des réunions pour savoir effectivement où est-ce qu'on en est. Est-ce que tout va bien? Si on est, par exemple, sur la sécurité, bien si je délègue la responsabilité de la sécurité à un manager, je vais vérifier qu'il a bien mis en œuvre les mesures de sécurité requises. Est-ce que dans les achats, on a bien acheté des ports d'équipements de protection individuelle? Est-ce qu'on a fait des quarts d'heure de sécurité? Bref, on va quand même s'assurer que le délégataire, pardon, ne fait pas n'importe quoi et on va effectivement faire des audits réguliers, des points de contrôle, des réunions de suivi avec le délégataire pour s'assurer en pratique que tout va bien. Donc, vous voyez, la délégation de pouvoir ne suffit pas à elle-même. Il faut finalement bien respecter un certain nombre de choses. Donc, finalement, est-ce qu'on pourrait clôturer pour donner quelques conseils pratiques finalement pour mettre en place une délégation de pouvoir efficace? Bien oui. Déjà, toujours formaliser la délégation. Il est essentiel de mettre en œuvre la délégation par écrit. Je vous l'ai dit, un accord oral ne suffit pas. Rédigeons les choses de manière claire. Il faut bien choisir son délégataire. Un piège classique est de déléguer à quelqu'un qui n'a pas les compétences dans le domaine. Il faut fournir les moyens nécessaires. Et bien évidemment, il faut fournir les moyens humains, financiers, matériel, on l'a déjà expliqué et c'est important. Il faut mettre en place un suivi régulier. Une délégation de pouvoir toute seule ne suffit pas. Et il faut adapter la délégation en cas de changement. Et surtout, et n'oubliez pas, ça c'est le sixième point, organisez vos délégations parce que on ne peut pas déléguer les mêmes pouvoirs à deux personnes différentes. On ne peut déléguer que des pouvoirs distincts à des personnes différentes. Ce qui signifie qu'effectivement, il va falloir créer un tableau de suivi des délégations de pouvoir, surtout s'il y a des subdélégations en cascade. C'est vrai quand l'entreprise atteint une certaine taille, parce que sinon, les délégations de pouvoir sauteront s'il y a la moindre difficulté, le moindre contentieux. Donc soyez vigilants, quand vous mettez en place vos délégations de pouvoir, il y a une stratégie à avoir, il y a une vraie réflexion à mettre en place dans la mise en œuvre de vos délégations de pouvoir, il y a des écrits à conserver, il y a des choses vraiment très pratico-pratiques à faire avant de mettre en place la délégation de pouvoir. J'espère que vous en savez plus aujourd'hui qu'hier sur ce sujet. N'oubliez pas, on est en train de parler de délégation de pouvoir. On n'est pas en train de parler de délégation de signature. On n'est pas en train de parler de la question de savoir est-ce que je peux signer telle ou telle lettre de licenciement, est-ce que je peux signer tel ou tel contrat de travail. On n'est pas non plus en train de parler de l'animation du CSE. Ce sont deux choses complètement différentes qui feront l'objet d'une autre vidéo pour ne pas tout confondre et que ce soit bien clair dans vos têtes. Allez, bonne soirée, au revoir.